Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Bonne année 2017 que nous souhaitons placer sous le signe de l'égalité entre hommes et femmes à travers le monde, même s'il reste encore de nombreux progrès à faire. Au sommaire de cette édition, en France, depuis le 1er janvier, les entreprises de plus de 500 salariés doivent intégrer au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration ou de surveillance. Mais le compte n'y est pas, la plupart ne respectent pas ce quota. En Inde, polémique après la nuit du Nouvel An, nombre de femmes ont été agressées sexuellement à Bangalore. La société civile réagit, mais le gouvernement se montre indifférent. Pourquoi? Nous verrons cela avec Ingrid Terwat de Courrier International. Et enfin, en Afrique, en 2016, les entreprises ont connu de nombreuses difficultés, rencontres avec des patronnes qui ont trouvé des solutions originales pour y faire face. Mais pour commencer, revenons en France où depuis le 1er janvier, la loi Copé-Zimmermann impose 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Elles ont eu 6 ans pour s'adapter, mais dans les faits, ce quota est loin d'être respecté. Regardez. Ça nous a pris un peu de temps, mais on a interrogé toutes les grandes entreprises françaises concernées par la loi, 118 exactement. D'après nos calculs, 4 entreprises sur 10 ne sont pas encore en règle. BIC par exemple, 30% de femmes au conseil d'administration. JC Deco, le spécialiste du mobilier urbain, 25%. Carrefour, 23% seulement. La loi a pourtant été votée en 2011, alors pourquoi 6 ans après, le compte n'y est pas? Pour ce cabinet chargé de recruter de futures administratrices, ce ne sont pourtant pas les profils qui manquent. À chaque fois que nous avons cherché à recruter une administratrice avec un profil particulier, nous l'avons trouvé. Alors, où est le problème? Chez Genfit, société biopharmaceutique, il y a 20% de femmes au conseil de surveillance. Pour le patron, il faut du temps pour changer les mentalités. C'est pas facile dans ce milieu-là. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas facile. Malheureusement, je pense que l'industrie pharmaceutique est une industrie qui est peut-être traditionnellement un peu machiste. Pour d'autres, changer les têtes, ça se fait étape par étape. Cette société marseillaise compte 2 femmes sur 7 membres dans son conseil de surveillance. À mesure que des nouveaux mandats viennent à échéance, nous proposons des nominations. Il est hors de question de proposer à un administrateur qui fait parfaitement son travail de partir. Toutes ces entreprises ont jusqu'à la prochaine Assemblée Générale pour se mettre en règle et toutes nous affirment qu'elles le feront. Malgré ces retardataires, la loi a permis des avancées. En 2014, seuls 8% des grandes entreprises françaises comptaient 40% de femmes dans leur conseil. Elles sont plus d'1 sur 2 aujourd'hui. En Inde, la nuit du Nouvel An a donné lieu à de nombreuses agressions sexuelles contre des femmes. Et du côté des autorités, qu'elles soient locales ou nationales, il y a eu très peu de réactions. Ingrid Terwat, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Courrier International et cette semaine, donc notre partenaire de la presse écrite, et cette semaine, vous consacrez un article à cette affaire intitulé « Les viols de femmes laissent le gouvernement maudit indifférent ». Alors d'abord, revenons sur ce qui s'est passé le 31 décembre. Quels sont les faits exactement? Alors, des gens étaient rassemblés pour fêter le passage de 2016 à 2017 et une horde, c'est dans ces termes-là que la presse en parle, une horde d'hommes est arrivée dans la foule et a commencé à agresser les femmes en les harcelant sexuellement. Donc les femmes, les jeunes femmes étaient très choquées, se sont précipitées vers les policières, parce qu'il y avait une forte présence policière avec des officiers des hommes et puis aussi des femmes des forces de l'ordre. Il y avait aussi beaucoup de caméras de surveillance. Enfin, toutes les conditions normalement étaient réunies pour que ça se passe bien. Donc les victimes se sont précipitées vers les agents de police féminins qui les ont protégées et qui les ont ensuite évacuées des lieux. Voilà ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, finalement, les autorités locales ont montré peu de compassion. On dit finalement, il faut s'attendre à ce genre de choses, y compris, alors au niveau national, la ministre des Droits des Femmes qui s'est montrée complètement résignée. En fait, c'est pire que personne n'en a rien à faire. C'est qu'on blâme les victimes, comme souvent. Un élu local, important, d'une certaine stature, a quand même dit que c'est parce que les femmes s'habillaient à l'occidental. Il faut savoir que Bangalore est une ville quand même très cosmopolite, très ouverte, avec une jeunesse qui travaille souvent dans les nouvelles technologies, dans les call centers, etc., très éduquée. Donc, ce ministre a dit oui, non, mais ça, c'est les mini-jupes, grosso modo. Et au niveau national, Maneka Gandhi, la belle-fille d'Indira Gandhi, qui est au parti nationaliste hindou au pouvoir actuellement et qui est ministre du droit des femmes et de l'enfance, a dit
je cite, « je n'y peux rien ». Donc quand vous avez une femme responsable politique, ministre du droit des femmes qui dit qu'elle n'y peut rien, c'est quand même assez grave. Alors comment comprendre cette indifférence? Parce que régulièrement quand même il y a eu des faits divers qui ont fait beaucoup de bruit dans la société civile, des mobilisations, et finalement le gouvernement semble indifférent. Pourquoi? Pour des tas de raisons, il n'y a pas une seule raison. D'abord, l'Inde est un pays très patriarcal. C'est pas un problème de gouvernement. C'est malheureusement bien au-delà. C'est un problème structurel. Le jour où en Inde, on préférait avoir des filles plutôt que des garçons, ou du moins où ça serait indifférent d'avoir une fille ou un garçon, une partie du problème sera réglée. Le jour où aussi on élèvera les garçons comme on élève les filles, avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités, une partie du problème sera réglée. C'est pas du tout le cas, au contraire. Après, on a depuis 2014 un gouvernement nationaliste hindou hyper conservateur sur le plan social qui explique régulièrement que les femmes ne doivent pas faire ceci, ne doivent pas faire cela, ne doivent pas être dans l'espace public, porter des mini-jupes, etc. Et si ce ne sont pas des membres du gouvernement eux-mêmes qui prennent position dans ce sens-là, ce sont toute une nébuleuse d'organisations proches des nationalistes hindous qui vont dans ce sens et qui vont jusqu'à tabasser des femmes. Alors vous allez voir dans un mois et demi, pour la Saint-Valentin, ça va être à nouveau, oh là là, la Saint-Valentin, c'est occidental, c'est horrible, et on va se mettre à agresser des couples et des femmes, notamment parce qu'elles sont dans des bars avec leurs amoureux, etc. Voilà. Alors ça, c'est du côté du gouvernement, du parti nationaliste. En revanche, il y a quand même beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, dans la société civile. On se rappelle du viol de cette étudiante qui avait mobilisé énormément de gens. Finalement, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule en matière de droits des femmes en Inde? Un pas en avant, un pas en arrière. Je ne dis pas 2-1, 1-2. Le viol dont vous parlez s'est passé en 2012. On avait fait grand cas. D'ailleurs, à chaque fois qu'on parle de l'Inde, c'est pour parler d'un viol. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un arsenal législatif, légal qui a été mis en place pour durcir les peines quand il s'agit de viol, pour aussi accélérer les procédures dans les cas de viol. Bon. Et en fait, il n'y a pas eu d'effet. Il y a eu 12,9% d'augmentation de tentatives de viol en 2015 par rapport à l'année précédente. Parce qu'elles ont été déclarées, c'est peut-être aussi ça. Peut-être. N'empêche qu'on voit, quand on vit en Inde, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration. Hein. Pas du tout. Il y a même plutôt un recul. Et en termes de réaction de la société civile, puisque c'était la question que vous me posiez, oui, alors il y a toujours des gens pour dire « Ah, c'est terrible, on s'indigne. » Voilà. Et les réseaux sociaux, on s'indigne. Et il y a un hashtag, un mot-clé qui est devenu récurrent après la Saint-Sylvestre, après ces événements à Bangalore, c'était « Not all men ». Pas tous les hommes. C'est en fait des hommes qui disaient sur Twitter tous les hommes indiens ne sont pas comme ça. Et ils ont raison. L'Inde n'est pas un pays de violeurs. Et pourtant, si, il y a une culture du viol en Inde. Et le problème, c'est que tous les hommes indiens ne sont pas des violeurs. Et pourtant, tous les hommes indiens devraient se sentir concernés. Concernés par cette histoire. En tout cas, on peut retrouver donc l'article dans Courrier International intitulé « Les viols de femmes laissent le gouvernement maudit indifférent ». Merci beaucoup Ingrid Tawa d'avoir été avec nous. Direction à présent l'Afrique où les entreprises ont connu de nombreuses difficultés en 2016, mais dans plusieurs pays, du Kenya au Libéria, les femmes ont relevé le défi et ont pris des initiatives qui ont payé. Tour d'horizon avec Florence Gaillard. Un charpentier en plein travail au soleil. Rien de plus banal au Zimbabwe, si ce n'est que l'ouvrier est une femme. Avant, Jennifer distribuait des repas à ses collègues qui l'ont embauchée comme apprentie. Puis elle a investi dans Charliewood pour devenir une femme d'affaires avisée. À la fin du mois, je peux toucher jusqu'à $2000 américains. J'ai un système de paiement qui permet aux clients de payer une avance à l'achat, puis de régler le solde plus tard. Sharon, elle, innove en Ouganda. À partir de fibres de banane, elle fabrique elle-même des sacs biodégradables. Depuis l'an dernier, les poches en plastique sont interdites dans son pays parce qu'elles bouchent les égouts et représentent une menace pour la santé publique. L'entrepreneuse, elle, est déterminée à protéger l'environnement. Les sacs en polyéthylène mettent 400 ans à se décomposer. Mes sacs en papier, eux, ne prennent même pas une semaine. Dans ce studio de télévision kényan, c'est Dorothy la patronne.
PDG de Spielworks Media, elle dirige des films, des talk-shows et des séries télévisées. Le gouvernement veut imposer 40% de programmes locaux sur les chaînes du pays, alors il y a du pain sur la planche, même si le travail de producteur n'est pas de tout repos. Nous cherchons tous de l'argent. Nous essayons tous de faire nos films. Nous essayons tous de faire de notre mieux. Mais ça sera toujours un peu plus difficile pour les femmes. La taxe des femmes, c'est comme ça que je l'appelle. Il faut la payer. Tiana, elle, a quitté les États-Unis pour ouvrir sa boutique de mode au Libéria. Sur la terre de ses ancêtres, elle a trouvé l'inspiration pour ses créations, fleuries et colorées. C'est l'occasion pour les clients d'entrer dans un espace agréable et d'essayer les vêtements, de faire les magasins sans devoir payer trop cher. Et c'est aussi l'occasion pour moi de prouver que les Libériens peuvent créer un bel établissement. Les débuts de l'entreprise ont été difficiles dans ce pays marqué par la guerre. Mais pour Tiana, rendre au Libéria sa fierté et sa beauté était une question de priorité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à suivre Actuel sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore YouTube. On se quitte sur ces images du film 3000 nuits de la réalisatrice palestinienne Maï Masri qui sort cette semaine en France. L'histoire d'une jeune institutrice de Naplouse condamnée à 8 ans de prison par la justice israélienne pour un attentat dans lequel elle n'est pas impliquée. Une fiction sur le sort des femmes incarcérées. À découvrir donc cette semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous et à très vite sur La Toile.